Donc on va parler ensemble de ces usages très concrets, des solutions qui sont déjà développées par des acteurs européens. Vous verrez, on aura vraiment des exemples précis et des enjeux de confidentialité et donc d'indépendance. Petite présentation un petit peu plus longue que ce que vous voyez à l'écran. Donc Claire Levallois-Barthes, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice d'études en droit à l'Institut Mines Télécom Atlantique sur le campus de Nantes. Vous êtes la coordinatrice de la chaire Valeurs et politique des informations personnelles. Je m'en tiens là pour votre description. Vous avez plein d'autres choses à votre actif, mais j'essaie d'écourter un petit peu. À côté de vous, donc, le député Philippe Latombe, député, mais aussi membre du collège de la CNIL, est très impliqué sur tous ces sujets et ces enjeux technologiques. Pierre Pontier, directeur général de Namirial France, qui est un acteur européen majeur de solutions de confiance numérique, de la signature électronique à l'identité, justement, numérique dont on va parler, en passant par la lutte contre la fraude ou encore la gestion sécurisée des transactions digitales. Et puis Imad Had, qui est chef de projet au Centre pour la confiance numérique, Center for Digital Trust de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui fait en fait le lien entre la recherche au sein de l'EPFL et l'industrie, l'État suisse. Depuis 2021, vous êtes impliqué dans le processus donc de l'identité électronique EID suisse du côté technique, mais aussi légal et social. Et comme ça, vous allez pouvoir partager avec nous aussi des expériences très, très concrètes. On commence ensemble, Claire, si vous le voulez bien. Déjà, une première question très, très large, mais qui va permettre de poser le sujet. Que va changer ce wallet eIDAS V2, enfin 2.0, pour nous, citoyens européens ? Alors, donc, le portefeuille européen d'identité numérique, effectivement, est réglementé par le règlement eIDAS 2, qui modifie le règlement eIDAS 1 de 2014, et c'est un règlement de 2024, tout le monde le sait. On parle de portefeuille européen d'identité numérique au singulier, alors qu'il faudrait le dire au pluriel, bien évidemment, puisque chacun des États membres a l'obligation d'émettre d'ici fin novembre 2026 au moins un portefeuille européen d'identité numérique. Concrètement, c'est un portefeuille qui va être conforme aux spécifications techniques eIDAS et aux obligations juridiques eIDAS. Donc pour la France, c'est France Identité qui va être notifiée auprès de la Commission européenne comme répondant aux spécifications techniques. Donc pour l'instant, France Identité, je pense que de nombreuses personnes l'utilisent dans la salle. On le sait tous, on a notre identité numérique puisqu'on a apporté les données qui sont dans la puce de notre carte d'identité numérique. On peut avoir notre permis de conduire, éventuellement la carte grise de notre voiture, et puis générer des attestations, on va dire, au coup par coup, avec des données que j'ai choisies dedans. Ce qui va arriver pour France Identité, c'est aussi la preuve d'âge. Ils sont en train de travailler dessus. Et on est à peu près 3 millions de personnes à l'utiliser en France. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller voir dans d'autres pays. Notamment, j'ai assisté à une présentation de l'équivalent de France Identité polonais. Alors, eux, ils sont à 9 millions d'utilisateurs, donc un tiers quand même des adultes polonais, donc plus grande utilisation, et ils présentent beaucoup plus de services que France Identité. Tout ce qui est autour de la voiture, et notamment une démonstration sur comment ils vont pouvoir faire, en cas d'accident, leur constat d'accident. Donc, c'est relié derrière à l'assurance et à un partenariat public-privé. Là, ils sont en train de développer déjà la carte des d'étudiants. Donc, et puis des cartes professionnelles, beaucoup de cartes professionnelles notamment. Et ils commencent à développer de l'IA pour mieux répondre de façon naturelle, en langage naturel, à leurs administrés. Et puis ce qui arrive, on le sait tous, jeudi dernier, on a le droit à la proposition de règlement qui concerne le business wallet. Donc là, c'est l'identité des personnes morales. Et qui dit personne morale, dit derrière identité d'une personne physique qui représente une personne morale, que ce soit une entreprise, donc plutôt secteur privé, ou également nos organismes publics. Donc ça, on pourra aussi développer tout à l'heure. Je vais m'arrêter là pour la première question. Que peut-être Pierre voudra compléter sur l'impact qu'a ce wallet ou qu'auront ces wallets sur la vie quotidienne. Aujourd'hui, les wallets sont des réalités dans plusieurs pays. Alors après, moi, j'ai très envie quand même de donner un chiffre et un enjeu. C'est que l'idée, c'est qu'en 2030, 80% des citoyens européens utilisent leur wallet. Donc nous parlons d'à peu près entre 370 et 380 millions de personnes. Et ça, c'est vraiment notre objectif à tous. L'idée, donc aujourd'hui, le wallet,
comme Claire l'a dit, c'est vraiment d'avoir une identité avec des attributs qui soient utilisables. Alors après, d'un point de vue usage extrêmement concret, demain, on va pouvoir ouvrir un compte courant. Demain, on va pouvoir louer un appartement. Demain, on va pouvoir aussi, de manière extrêmement simple, choisir les données que nous allons partager en fonction de l'usage avec le Zero Knowledge Proof. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc, en fait, l'enjeu à aujourd'hui, c'est d'avoir un réceptacle vraiment unique, sécurisé, qui soit interopérable, fiable et sécurisé. À l'échelle européenne. À l'échelle européenne, effectivement. Voire au-delà. Pardon ? Voire au-delà. Voire au-delà. Il y a quand même un défi de taille aujourd'hui, c'est qu'on a des outils qui nous servent déjà de portefeuille électronique, puis ils sont fournis par des acteurs privés. Donc il va s'agir de convaincre que aussi ce portefeuille européen a une utilité, que voilà, sensibiliser les citoyens à la nécessité de passer par des wallets régaliens, j'ai envie de dire. Ça va être quoi ? Ça va être le rôle du... Ouais, Claire. Selon les pays, j'ai dit au moins notifier un portefeuille. Ouais. On va prendre un exemple simple, la Belgique, 2 portefeuilles seront notifiés. Un public qui grosso modo correspond à France Identité et un privé fourni par ETSMI, c'est-à-dire les banques. Et donc, selon les pays, on va pouvoir avoir plusieurs wallets notifiés aux normes IDAS, ce qui va les rendre interopérables. Mais quand je disais qu'on a déjà des outils, ils sont pas du tout IDAS, ceux auxquels je pensais. Hein. Alors, je réponds juridiquement et après. Et je laisserai après le député aussi oui, s'exprimer là-dessus. Juridiquement, ça veut dire que si on veut un wallet IDAS, on devra, il devra être reconnu, il devra être émis par un État membre. Donc, il devra être conforme aux spécifications IDAS et l'État membre le reconnaîtra, qu'il soit public ou privé, parce qu'il y a 3 façons de les émettre. Et donc, s'il est reconnu norme IDAS, il va être certifié, il va être sur une liste de confiance. Donc, les wallets qui ne seront pas certifiés IDAS, ne seront pas IDAS et normalement pas interopérables. Oui, mais je me dis qu'il n'y a pas que la voie obligatoire pour convaincre les citoyens. Il faut aussi les convaincre de la pertinence de créer ce nouvel outil. En fait, tout l'enjeu pour les citoyens aussi, c'est de leur prouver que ça va être une simplicité, un gros accélérateur et aussi un gage de se protéger et de protéger leurs clients et aussi les services. Le wallet, c'est vraiment un moyen, entre guillemets, ultime de se prémunir de l'usurpation d'identité, par exemple. Donc, à aujourd'hui, en fait, le wallet, c'est vraiment un moyen d'être hyper sécurisé, aussi bien les usages privés que publics. Et ça, c'est vraiment le point qui, selon moi, est vraiment le plus important, et selon notre lecture chez la Myrial, pour qu'il y ait une adoption vraiment grande, il faut vraiment multiplier les cas d'usage et que aussi bien le public que le privé œuvrent pour cette cause. Monsieur le député, vous avez connu cette difficulté, par exemple, pendant la période du Covid ? Oui, la difficulté, c'est au-delà de la question de l'usage. Effectivement, il faut qu'on ait... Parce que les GAFAM, puisqu'on en parle, eux ont gagné la bataille de l'usage. Donc il faut que l'ensemble des produits qui vont répondre aux normes IDAS aujourd'hui puissent avoir des cas d'usage qui soient aussi simples et qui soient reconnus pour ces choses-là. Il y a une grande question de confiance. Et le vrai problème, c'est la bataille de la confiance. Et en France, on a un petit sujet, c'est qu'on a... perdu la question de la confiance depuis le début, ce que les GAFAM, eux, ont réussi à récupérer ensuite. Sans faire d'histoire, mais 78, la naissance de la CNIL, c'est une bataille qui est liée à un fichier dans lequel il y a une surveillance de l'État. Et donc, il y a une perte de confiance des concitoyens vis-à-vis de l'État. Au moment du Covid, on l'a bien vu, le pass vaccinal posait un problème. Parce qu'il fallait prouver son identité, en plus d'avoir le pass, auprès de personnes qui faisaient... Alors, ce n'était pas vraiment du contrôle d'identité au sens légal des choses, mais ça ressemblait à ça. Et donc, nos concitoyens ont perdu confiance. Et puis, on voit depuis 2 ans, très clairement, que l'ensemble des données de nos concitoyens qui sont hébergées par l'État sous une forme ou sous une autre, que ce soit chez France Travail ou ailleurs, quand elles partent, il y a systématiquement une perte de confiance. Et les GAFAM, eux, arrivent à raconter une belle histoire en disant nous, on vous prouve qu'on est capable de garder les données, on n'a pas beaucoup de fuites, et puis quand ce sont des fuites, ce ne sont pas des fuites aussi massives et aussi importantes que celles qu'on a. Et donc il faut qu'on arrive, au-delà de la spécification technique, à raconter positivement les choses et à montrer que ça marche. Et ça va être la partie la plus difficile, parce qu'il y a une défiance, en tout cas en France, très forte de nos concitoyens vis-à-vis de cette partie-là. C'est à modérer. Avec le CEVIPOF, on a fait une grande étude sur les nouvelles technologies en termes de sécurité. Et dans une des questions, il y avait la question de la biométrie. À qui faites-vous confiance pour le contrôle de la biométrie ? Et dans les personnes qui avaient la possibilité dans tous les répondants,
les 2 premiers items qui étaient majoritaires, c'était les pompiers et la gendarmerie. Voilà. Et le dernier, c'était les GAFAM. Mais intuitivement, c'est contre-intuitif parce que quand vous demandez aux Français s'ils veulent que l'État puisse faire de la biométrie, ils vous disent non, et pourtant ce sont les premiers à demander à ce qu'on puisse ouvrir son téléphone ou son ordinateur avec de la biométrie auprès des GAFAM. Donc il va falloir qu'on arrive à harmoniser les choses. Et le vrai problème, c'est que là aussi, je rejoins les usages, l'État a beaucoup transféré cette question de l'identité auprès d'entités privées. Je pense notamment aux banques. Elles ont des obligations de vérification d'identité quasi permanentes tout le temps. Et on ne leur donne pas les moyens de pouvoir utiliser les mêmes outils régaliens que ceux que l'État devrait pouvoir mettre à disposition. Et donc il y a une sorte de hiatus qu'il va falloir qu'on arrive à corriger. Et c'est quelque chose de pas simple parce que ça touche à l'éducation de nos concitoyens sur l'identité numérique, au numérique en général et dans la confiance de l'État. Et aujourd'hui, la confiance en l'État est assez ébranlée. Donc c'est vraiment une course de fond qu'il va falloir qu'on fasse pour arriver à cet objectif de 80% de gens qui l'utilisent régulièrement. Imad Hadj, je disais que vous alliez nous présenter l'exemple très concret de ce qui se passe en Suisse. Ce sujet de la confiance des citoyens, ça a été un point important, j'imagine, des expérimentations, des questions que vous êtes posées. Oui, un peu d'histoire sur l'expérience suisse en EID. Ça a commencé en 2019. Il y a eu la première loi pour l'identité numérique. Et l'idée là-bas, c'était que l'État va déléguer l'opération des identités numériques au secteur privé. Donc, c'était des identity providers, mais c'est béni par l'État, c'est officiel. Du coup, il y a eu des craintes pour la vie privée. Référendum, c'est notre sport national. Chaque 3 mois, on a un référendum. Et puis, en 2022, cette loi s'était rejetée, en 2021 ou 2022, c'était rejeté à 64%. Non, on ne veut pas de cette loi, par crainte pour la vie privée. De nouveau, une consultation publique avec les universités, avec tout le monde. Une nouvelle loi sort en 2024, décembre 2024, avec les self-sovereign identities. Donc, ce n'est pas centralisé, il n'y a pas d'identity providers. C'est chacun qui porte, comme maintenant le plastique dans notre poche ou bien le papier dans notre poche. Et puis de nouveau, un référendum. Les craintes des citoyens, cette fois-ci, c'était un mélange un peu de tout. La surveillance de l'État, ce qui était faux, car avec la self-sovereign identity, ce n'est pas centralisé. Donc même si l'État veut surveiller, il ne peut pas. Le profilage, il disait qu'il y aura plus de profilage des gens, ce qui n'est pas très correct, ce n'est pas très précis, car avec les selective disclosure, donc je peux choisir ce que je veux partager, donc il y aura moins de profilage par rapport à maintenant. Mais il y a eu des craintes qui sont valides. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si je ne veux pas être connecté? Je ne veux pas. Donc la loi dit que les services publics doivent accepter les deux, donc l'identité plastique ou papier et l'identité digitale. Ce n'est pas obligatoire l'identité digitale, mais ils ne disent rien à propos du secteur privé. Donc qu'est-ce qui se passe si, par exemple, avec le temps, les CFF, c'est l'équivalent des SNCF ici, disent non, on doit avoir une identité digitale pour pouvoir s'abonner et tout. Ils ne peuvent pas les forcer. Et puis, c'est plus économique pour les entreprises. Donc ça, c'était une crainte. Est-ce qu'on va être obligé par le secteur privé d'avoir une identité digitale avec le temps, car c'est plus économique? Ça, c'était une crainte. L'autre crainte, je ne veux pas être connecté. Donc, ou bien, est-ce que j'ai d'autres options? Pourquoi on nous impose ça? Donc ça, c'était les craintes du comité référendaire. J'en ai discuté avec eux beaucoup. Et puis, je leur ai dit, écoutez, vos craintes, si on les pose il y a 35 ans, vous vous êtes opposé au e-banking et au e-mail. C'est la même chose. Donc, est-ce que vous aurez opposé aux e-mails, au e-banking? Donc, peut-être le problème, c'est de faire des référendums. Il ne faut pas faire des référendums, car les gens ils vont râler trop. Donc, mais non, les référendums, c'est un joli sport, car ça va vraiment façonner la manière de faire des choses. Une des réponses concernant les e-mails, c'est que, oui,
si on avait le choix de choisir la technique des emails en 1990, on aurait choisi, par exemple, comme Proton Mail, qui est très privacy preserving, mais on n'aurait pas choisi, on n'aurait pas permis Gmail, qui va nous profiler, ce qui est très valide. Donc, maintenant, la loi, elle est passée à 50,39%. Donc, c'est vraiment la pire loi acceptée. C'est comme ça que je le disais. Et puis, ce qui fait de cette loi, ce n'est pas un aboutissement de Digital Identities. Non, c'est un début. On va commencer à prendre la confiance des gens. Comment est-ce qu'on va vraiment juste donner des identities, pour des identités numériques, juste pour ces 50,39%? C'est ridicule. Et ce n'est pas tous qui vont le choisir. Non, il faut gagner la confiance du reste. Donc ça, c'est l'expérience suisse en Digital Identities et confiance des utilisateurs. C'est ça. Est-ce que ça va aider la France? Moi, j'échange bien le sport national suisse contre celui français de la motion de censure. On fait un troc, si vous voulez. Alors, pour gagner la confiance, il faut faire un peu de pédagogie, il faut expliquer voilà, quelles seront aussi les protections qui seront derrière. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aussi ensemble avec vous, Claire Levallois-Barthes. Est-ce qu'il y a des garanties? Comment elles s'appliquent, ces garanties juridiques, pour empêcher, par exemple, qu'un acteur privé puisse répondre à un appel d'offres sur un wallet, mais ne soit pas soumis aux lois extraterritoriales? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche des acteurs soumis à des lois extraterritoriales de devenir des prestataires du wallet européen? En l'état, je dirais non. Non. Puisque, comme je vous l'ai dit, un État membre peut très bien reconnaître un portefeuille d'identité numérique, un wallet, oui. D'identité, c'est la même chose, soit d'une entreprise privée. Donc, on peut émettre le cas d'hypothèse, on va voir s'il va arriver, qu'un acteur, Google ou Apple, passe par un État membre, au hasard Malte, pour se voir reconnaître que ce wallet est conforme aux normes IDAS, et à ce moment-là, Malte notifie le wallet Apple conforme aux normes IDAS. Et il serait conforme à la régulation européenne et aux normes européennes. Donc voilà, il y a eu les Golden Passports émis par Malte. Est-ce qu'il y aura le Golden Wallet émis par Malte? Après, alors c'est une autre question qui est encore en suspens, je n'ai pas la réponse. Est-ce que ce wallet maltais, est-ce que seuls les citoyens et les résidents maltais pourront l'utiliser? C'est ça, oui. S'il est privé, ou est-ce que l'ensemble des citoyens des pays membres de l'Union européenne et des résidents pourront l'utiliser? C'est une question, à ma connaissance, non résolue à ce stade. Et c'est une question primordiale. C'est une question qui sera répondue par la Cour de justice de l'Union si on reste en l'état des textes. Parce que normalement, la circulation libre des personnes et des biens fait que j'ai le droit de m'enrôler à Malte et j'ai le droit de demander une identité et un titre parce que j'ai besoin d'un permis de conduire et j'ai le droit de le faire à Malte. Comme ça sera un passeport, un wallet européen, normalement, l'enrôlement sera libre dans chacun des pays. C'est vraiment cette question-là qu'il va falloir qu'on arrive à traiter. Et je sais que le ministère de l'Intérieur, qui est très sensibilisé sur le sujet, prend la question de l'enrôlement de façon très, très importante. Et la question sera, si elle n'est pas dans un acte d'implémentation ultérieur, et qu'il va falloir qu'il vienne très, très vite, il sera certainement tranché par la Cour de justice de l'Union au titre des droits fondamentaux de l'Union. Oui, là, ce n'est pas qu'une question d'enrôlement. On peut très bien s'enrôler via France Identité avec le Personal Identification Data français et après le dériver dans un wallet privé. Et là, du coup, la réponse à la question, c'est privacy by design. On en vient toujours à la même chose. Quelles sont les données qu'on transfère et comment on protège du coup notre vie privée, la traçabilité? Donc là, pour l'instant, on n'a pas de réponse. On y travaille dans les large-scale pilots européens. Donc les projets européens, on a déjà eu une première vague de 4 projets européens qui s'est finie fin septembre, dont Potential qui était l'idée par France Titres. Et là, on est dans la deuxième vague où on a deux projets européens, WeBuild pour le business wallet et Aptitude pour l'identité numérique des personnes physiques.
Et ce qui va vous paraître surprenant, on a eu la restitution des 4 premiers projets européens et tous ont dit les questions juridiques n'ont pas été abordées. Il est temps de les résoudre. Privacy by design, ces questions-là n'ont pas été posées dans la première vague des projets européens. Et dans Aptitude, donc je suis dans Aptitude, on a un Work Package transverse dont je suis la responsable, qui s'appelle Compliance, European Values and Civil Society, où on va faire l'état de l'art RGPD, IDAS, cybersécurité et banking, parce qu'il y aura du paiement dans le wallet, et voir comment on va discuter avec nos collègues techniques pour implémenter tout ça, parce que tout est dans le détail en fait. On va pas dire on fait pas ou on fait, c'est comment on va par Privacy by Design configurer tout ça. Ça sera forcément abordé dans le cadre de la discussion d'Omnibus, puisque le texte RGPD va être modifié, est en modification via le texte Omnibus. Et donc forcément, ce seront des sujets qui seront abordés, puisque la notion même de données personnelles va changer, la définition va changer, et donc forcément un certain nombre d'attributs vont devoir changer. Donc cette question-là, à mon avis, ne peut pas rester en suspens. Mais en l'état des textes, je ne vois pas ce qui empêcherait Apple, par exemple, de développer une solution privée si elle trouve un pays membre qui l'accepte. Alors, comment est-ce qu'on peut justement s'inspirer déjà des premières expériences, des premières questions qu'on se pose, des premiers risques qu'on identifie pour construire notre wallet le mieux possible, qu'il soit le plus acceptable possible? Pierre? Je pense déjà il faut beaucoup écouter les citoyens, les entreprises et les États pour savoir quels sont les attendus de chacun, essayer de trouver un socle commun. Ça me paraît effectivement hyper important, et pour ça, après, il faut définir une base normative qui soit vraiment unifiée et sécurisée et qui puisse être la plus large possible. Après, nous croyons aussi beaucoup par la preuve, par l'exemple, et je crois qu'il faut reparler des paiements. Enfin, jusqu'à il y a si nous prenons nos grands-parents, quand on leur expliquait qu'ils allaient payer avec un bout de plastique, ils disaient non, c'est pas vrai. Ensuite, quand on nous a expliqué à nous qu'on payerait sans code secret, c'était non. Ensuite, on a payé sans contact, et maintenant on paye avec notre téléphone. Et donc, c'est toutes ces usages et tous les freins ont été levés petit à petit. Et de ça, je pense que la partie des paiements doit vraiment nous aider à regarder ce qui a fonctionné et pas fonctionné dans l'adoption. Et aujourd'hui, je crois que aussi bien les acteurs privés que les institutionnels ont vraiment réussi sur la partie des paiements. Alors après, si nous revenons sur le wallet, le point numéro 1, et tous les interlocuteurs l'ont dit, c'est la confiance. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est 50,34-36 je l'ignore. Est-ce qu'il y a 50% de confiance des acteurs publics versus des acteurs privés et vice-versa? Il y a tout ce point-là qui est de dire comment avoir un écosystème de confiance et de prouver vraiment une valeur de simplicité pour le citoyen et aussi de solidité et de sécurité pour les entreprises. Quels sont les points positifs, constructifs sur lesquels on pourrait s'appuyer en regardant ce qui se passe en Suisse? Donc, encore une fois, expérience suisse avec la sensibilisation des gens pour l'acceptation. Ce que j'ai observé, c'est qu'il faut vraiment parler le langage citoyen. Donc, on était critiqué. Bon, il y avait la critique de l'État car il parlait toujours GDP, il parlait toujours ah oui, c'est plus facile pour l'État, c'est plus facile pour la protection des données, c'est plus facile, c'est très avantageux économiquement, mais on ne parlait jamais de l'avantage du citoyen. Donc, de mon point de vue, pourquoi est-ce que je vais porter une digital identity? Est-ce que ça va me faciliter la vie ou bien ça va être contraignant pour moi? Est-ce que je vais être obligé d'acheter le iPhone dernier cri pour être inclus dans la société? Donc ça, c'est le langage citoyen. Et ne parlons pas, disons, vocabulaire très incompréhensible pour le citoyen lambda qui ne va pas comprendre ni la technicité, ni les trucs juridiques, le vocabulaire juridique, ni le vocabulaire économique. Il faut vraiment lui faciliter. Bon, si on veut parler de souveraineté, ou bien de sa protection des données, ou bien de la protection de ses droits, peut-être vulgarisons-le pour que ça soit compréhensible. Par exemple, si on compare au GAFAM, un ID souverain au GAFAM, on peut très bien comparer, si on achète un truc sur AliExpress,
Le droit de retour, c'est complexe, c'est compliqué. Bonne chance si tu veux le retourner, eh bien, si c'est défectueux. Mais par contre, si on va dans un magasin local, on va voir la personne, on va pouvoir retourner le truc. Ça, c'est peut-être un peu plus compréhensible par le citoyen. Donc, GAFAM contre une solution qui est locale. Donc, si on veut convaincre, si on veut que ça soit adopté par le citoyen, parlons citoyen, ne parlons pas trop science, pas trop technique, pas trop juridique. Je vais quand même poser encore une question technique sur l'interopérabilité des différentes solutions. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ça est très clair? On sait quelles sont les conditions d'interopérabilité qui seront fixées? Tout doit fonctionner ensemble? Les wallets qui seront notifiés IDAS. Oui. Ceux qui ne seront pas notifiés IDAS ne seront pas interopérables puisqu'ils ne seront pas autorisés à être émis, ils ne figureront pas sur la liste de confiance. À partir du moment où ils sont IDAS, ils sont interopérables. interopérables. Ils sont IDAS, ils sont certifiés selon les normes qui ont été définies notamment dans un règlement d'exécution, mais pas que, il y a d'autres documents techniques. Et à ce moment-là, ils sont interopérables. C'est bien le but, on est dans l'Union européenne, c'est la libre circulation de la donnée à travers le wallet. Après, je cède la parole pour la partie plus technique. Après sans rentrer dans tous les arcanes techniques, en fait, il y a vraiment trois grands piliers. Le premier, c'est que quand nous parlons de wallet, nous parlons de prestataires qualifiés. Enfin, aujourd'hui, pour pouvoir opérer des wallets ou émettre des identités ou avoir des attributs, il faut avoir des prestataires qualifiés. Et ça, effectivement, il y a un point extrêmement important qui est de bien sélectionner ces prestataires et non seulement de les sélectionner pour avoir le fameux sésame du début, mais ensuite de les auditer, les contrôler de manière très régulière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est éviter que ce soit des usines à gaz techniques. Donc, il faut des API ouvertes qui soient vraiment documentées avec des architectures qui soient ouvertes aussi, ouvertes et sécurisées, tout en garantissant la souveraineté des données. Et ça, c'est extrêmement important. Et histoire d'être un peu cocardier, c'est vrai que la France aide quand même beaucoup sur cette partie-là. Et le dernier point, en revanche, c'est que pour garantir l'opérabilité, il faut se parler entre États, il faut qu'il y ait une gouvernance unifiée européenne et vraiment se parler. Et une fois de plus, sur les cas d'usage, c'est vraiment sur le partage des cas d'usage. Et il faut vraiment que ça soit les expériences privées et publiques. Vraiment essayer de ce que nous appelons cross-fertiliser les cas d'usage sur vraiment tout le territoire européen afin que ça devienne vraiment un outil qui soit dans le quotidien des Européens. Donc en ce moment, l'interopérabilité elle est testée dans les large scale pilots, dans Aptitude et avant dans Potential, où on avait des événements d'interopérabilité et où les acteurs publics et privés de ces partenariats, Potential, c'est 148 parties prenantes, publiques-privées. Donc c'est 18 États membres plus Ukraine. Donc on voit quand même que c'est des tests d'interopérabilité à large échelle. Oui, Iman, bien sûr. Je peux complémenter un peu avec le choix suisse des identités. Donc jusqu'en 2024, il y a eu la consultation publique. Quelle architecture on va adopter? Et puis toutes les universités, tout le monde pouvait proposer. Et en fin de compte, on avait deux choix. Soit choix A, être compatible avec l'Union européenne, mais car le IDAS ne s'applique pas en Suisse, mais c'était juste un choix. Donc soit on va être compatible avec l'Union européenne, mais avec moins de privacy enhancing technologies, soit on fait notre solution à nous-mêmes et on peut implémenter toutes les privacy preserving technologies, privacy enhancing technologies qu'on veut. Pourquoi ce choix? Car il y avait des bibliothèques qui ne sont pas assez matures pour être implémentées, mais on peut implémenter Zero Knowledge Proofs, on peut implémenter tout ce qu'on peut, mais les librairies n'étaient pas assez matures. Donc c'est pour cela on avait ce choix. Et en fin de compte, c'était en décembre 2024, le gouvernement a décidé on va aller dans la solution compatible européenne, mais on aimerait aussi implémenter les privacy enhancing technologies le plus tôt possible. Ils ont mis quelques 2 millions de francs pour la recherche dans ce sens. Et la question se pose aussi dans l'autre sens. Comment on s'assure que les wallets européens, que nos identités numériques européennes fonctionneront à l'international, en Suisse et ailleurs? On a deux choses. On a la première, c'est d'être sûr que cette solution-là va bien être représentée de façon uniforme au sein de l'Union européenne et qu'on ait le poids de l'ensemble des habitants de l'Union européenne. Et c'est là où la question de la gouvernance que vous avez abordée tout à l'heure est absolument nécessaire. Effectivement, si on a des pays fragiles sur l'enrôlement, ça va nous poser un véritable problème parce que ça va fragmenter et fragiliser pour l'ensemble des citoyens de l'Union la valeur
du wallet européen. Et puis ensuite, il va falloir qu'on ait le poids politique et qu'on ait le courage politique de le porter au sein des discussions que nous avons avec nos partenaires à travers le monde. Très clairement, il va y avoir 2 sujets. Il y aura le sujet du transport aérien ou du transport au-delà de l'Europe. C'est qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on puisse faire accepter un certain nombre de pays qui sont les pays de destination principaux des Européens, que l'identité européenne est suffisante pour permettre d'avoir suffisamment d'informations sur le pays d'arrivée, que quand on a des voyages en avion avec des escales, on puisse avoir la possibilité de faire un transfert d'identité rapide et qu'on n'ait pas forcément besoin d'accepter des exigences de la part d'autres États, et notamment des États américains, des États-Unis ou de la Chine, qui ont des volontés de connaissance des personnes beaucoup plus importantes et qui n'ont pas la privacy de la même façon. Et puis, il va falloir qu'on arrive à le porter aussi dans le commerce mondial, le commerce maritime. C'est là où le wallet entreprise va avoir du sens, permettre de pouvoir s'assurer sur un certain nombre de documents sur les produits, de toute la documentation qu'il y a dans les transports de marchandises, on puisse bien avoir ces preuves d'identité, qu'elles soient suffisantes. C'est d'ailleurs une des questions qui avait été abordée à l'époque du Brexit, quand on avait encore l'Irlande du Nord et l'Irlande tout court qui étaient concernées. Comment est-ce qu'on faisait pour gérer la partie de transfert des marchandises entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, et donc entre l'Europe et la partie du Royaume-Uni qui était sortie. Et donc aujourd'hui, on voit bien que ces documents-là sont absolument clés. Et il va falloir qu'on pèse tout notre poids dans les négociations mondiales, et que l'Europe parle d'une seule voix. Et ça va être la partie la plus difficile, très certainement. Sur la partie business, que quand nouvelle réglementation, nouvel outil, nouvelle solution, ça génère un nouveau business. Est-ce que ça peut être un levier pour la compétitivité des entreprises tech européennes, selon vous ? Oui, indéniablement, si effectivement on répond à ces questions de poids. C'est que si aujourd'hui on a la capacité, en ayant un wallet, de pouvoir adresser 400 millions de consommateurs, un peu plus, dans ces cas-là, oui, mais ça va nécessiter forcément la question de l'uniformité de la gouvernance et de l'uniformité de l'enrôlement, et donc, in fine, de la valeur de confiance qu'on lui apporte. Si on a cette confiance-là, oui, c'est une opportunité, et ça sera une opportunité aussi pour les entreprises qui ne seront pas prestataires, mais qui ont simplement besoin de contrôler l'identité de leurs clients pour vendre. Aujourd'hui, quand on vend du tabac, quand on vend des produits qui sont interdits aux mineurs, la question se pose de comment est-ce que je fais ça en version électronique, comment est-ce que je contrôle la majorité de mon client. Je suis en incapacité de le faire, sauf à avoir des pratiques très intrusives en termes de privacy. C'est toute la question de la preuve d'âge qui est là, et que normalement le wallet devrait régler de façon protectrice des libertés publiques. Ou par exemple des laboratoires pharmaceutiques qui vendent des médicaments et qui doivent s'assurer de l'identité des entités publiques ou privées à qui ils les vendent. Typiquement, le laboratoire Servier, avec qui je discutais de ces questions-là, sont très preneurs de ces solutions-là. Et bien sûr, sur la preuve d'âge, on met de la ZKP et puis on minimise un maximum les données. On n'a plus le nom, le prénom, la date de naissance qui circulent. Donc ça, d'un point de vue protection de la vie privée, c'est une solution idéale. Et aussi avec la garantie du double anonymat dans les deux sens. C'est-à-dire que non seulement je sais que je ne partage qu'une information, mais en fait, il n'y a personne qui est capable de reconstituer toute la chaîne de bout en bout. Donc, il y a vraiment un point extrêmement important pour les citoyens, notamment, c'est que le wallet, le citoyen va garder le contrôle de sa donnée et l'utilisation de sa donnée. Le seul souverain de son wallet, souvent ce que nous disons, c'est que le wallet, à la fin, c'est l'équivalent de notre portefeuille dans notre poche. Je crois qu'il faut vraiment le dire. Et que nous décidons de mettre ce que nous voulons dans notre portefeuille. Et on peut le contrôler puisqu'il y a un tableau de bord obligatoire imposé par le règlement IDAS. Donc on aura tous les logs et on pourra même générer les pseudonymes et on le verra. Donc ça, c'est vraiment une vraie preuve, un apport dans la confiance. Imad, sur l'aspect compétitivité économique. Oui. En fait, la question peut être comprise de deux manières. La première manière, comment est-ce qu'un EID va encourager le business européen, ce qui a été répondu. Il y a une autre manière de comprendre, c'est ce que je viens de découvrir il y a 10 minutes. Je l'ai comprise différemment. Comment est-ce que ça va encourager les entreprises européennes de faire les EID européens plutôt que d'importer de l'extérieur? C'est une question de souveraineté. Oui, bien sûr, c'est beaucoup mieux d'avoir une solution régalienne d'ici plutôt qu'importer.
Il y a l'exemple du procureur de la Cour pénale internationale qui était abordé durant le Absolument. premier panel. Donc, si on regarde une solution importée de l'extérieur, et puis dès qu'il y a un président qui se fâche, il peut déconnecter soit le email, soit le compte bancaire, soit le EID de n'importe ce qu'il veut. Bon, il faut ouvrir un peu les yeux. Dans ce cas-là, donc, oui, bien sûr, vaut mieux avoir des solutions locales. Est-ce que c'est un appel à la fragmentation plutôt qu'une globalisation? Ce n'est pas forcément le cas. On peut avoir très bien des solutions locales qui sont compatibles à l'international. Je fais un peu l'analogie de cette question à une autre question. Est-ce qu'on doit tous manger McDo ou bien on peut se permettre d'avoir des restos français aussi? C'est compatible. Bien sûr, on peut avoir des restos, des solutions locales tout en ayant des solutions internationales. Ce qui nous permet aussi de ne pas être forcés, par exemple, à manger McDo tous. Et dès qu'il y a quelqu'un qui décide de changer la recette de McDo, il y a toute l'Europe qui va manger la même recette McDo. Donc, il faut, oui, ben c'est une analogie avec le monde physique. C'est un encouragement à créer nos propres solutions. Ça. Bien sûr, et ça ne veut pas dire que c'est de la fragmentation et ça ne veut pas dire que c'est négatif. On n'a pas parlé de cybersécurité encore. Alors là aussi, il y a deux manières d'aborder le sujet. Hein. Il y a quid de la cybersécurité de la solution et quid de la robustesse que ça peut apporter aussi dans les transactions, la gestion des accès au système d'information. C'est vraiment, je l'ai abordé un peu tout à l'heure, mais c'est effectivement la partie cybersécurité est une des caractéristiques nécessaires et clés pour la confiance de nos concitoyens dans cet outil. On l'a vu, je le redis, on le voit assez régulièrement, de plus en plus d'ailleurs, quand on a des attaques mais même du phishing indirect par QR code, par cache électronique visible. Quand on a ça, la question se pose ensuite de la valeur du QR code qui est proposé par une institution publique. Et donc, il faut absolument qu'on ait la capacité de dire, voilà, la partie institution publique qui émet un cache électronique visible, il est dans une norme très particulière qui fait que quand on l'interroge, on est sûr que c'est fiable. Et donc, on a des solutions. Il y a des solutions françaises et européennes qui sont en cours, dont celle qui était sur le cachet électronique visible, alors norme 105, maintenant ISO, mais qui marche bien. Et il faut qu'on arrive à pouvoir prouver que ça fonctionne. Et derrière, il va falloir que l'ensemble de l'État décide d'accélérer sur la partie identité et que l'ensemble des opérateurs de tous les États le fassent. Or, si le ministère de l'Intérieur décide que c'est comme ça qu'il faut fonctionner, il va le faire, mais il faut qu'il arrive à convaincre France Travail, il faut qu'il convainque les organismes de santé, il faut qu'il convainque un certain nombre de personnes de les utiliser. Et pour ça, dans un moment où en plus on nous dit qu'il n'y a pas beaucoup de budget, ces entités nous disent oui, mais c'est pas un développement nécessaire maintenant. Alors on va essayer de le faire passer aussi dans le cadre du contrôle contre la fraude, parce que ça fait partie des choses qui permettront de faire bouger en les faisant adopter, mais c'est quelque chose qui va nécessiter beaucoup de temps dans l'acceptation des entités publiques et donc de plus en plus de pression de nos concitoyens pour les adopter. Et en termes de cybersécurité, normalement, la cybersécurité est intégrée dans eIDAS par principe, ce qui n'était un peu moins le cas avec la V1, alors que dans la V2, c'est quand même très intégré. Oui. Pierre Pontier. Et clairement, il y a toujours la question du stockage de la donnée. Hein. Enfin, ça, c'est quand même extrêmement important, il faut le rappeler. Nous avons parlé de GAFAM, par exemple. Donc là, effectivement, sur ces sujets-là, je crois qu'il faut continuer à bien réaffirmer notre volonté européenne d'avoir des vraies solutions de stockage de données qui soient 100% européenne et vérifiée. Et après, le mot a été prononcé. Il y a qui dit cybercriminalité ou cybersécurité dit derrière fraude. Et le wallet est un moyen absolument fantastique de lutter contre l'usurpation d'identité. Et le wallet, dans un wallet, en fait, nous avons toujours un document qui a été contrôlé par une entreprise qualifiée comme la nôtre ou d'autres. Et donc, vraiment, c'est vraiment un bouclier de confiance et le wallet doit être vu comme un bouclier de confiance. Donc, c'est vraiment le meilleur... la meilleure arme, l'image que je donne aussi souvent, c'est comme si nous avions notre portefeuille dans un premier coffre-fort et dans le coffre-fort de la banque. Enfin, c'est vraiment ça. Donc, effectivement, avant de voler le portefeuille, c'est un peu plus compliqué maintenant. Oui, Imad. Si je peux rebondir un peu sur les paroles de M. Latombe, que ça va prendre un peu de temps pour le mettre en œuvre, vaut mieux que ça s'accélère le plus possible. Pourquoi ? Car les pratiques actuelles, c'est vraiment ridicule.
Donc, l'équivalent de consentement pour l'âge en ligne, c'est l'équivalent de... Il y a un enfant qui va dans un cabaret et puis on lui demande « Est-ce que tu as plus que 18 ans ?» Oui, alors entrez. Donc, dans le monde physique, on trouve que c'est ridicule. Dans le monde digital, on le trouve acceptable. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, un autre exemple, si je veux m'authentifier auprès de certains services, je fais une photocopie de ma carte d'identité et je l'envoie par mail. C'est vraiment ridicule. Ou bien, comme je discutais avec madame durant la pause, il y a certains qui prennent le scan d'une signature, un scan, et puis si je la mets dans un autre document, que c'est acceptable, car c'est une signature digitale. Bon, vraiment, pour la sécurité, il ne faut pas penser philosophie, il faut penser authentification et sécurité. Donc, comment est-ce qu'on peut frauder? Donc, il faut accélérer ça. C'est bien pour l'identification d'âge, pour le KYC, Know Your Customer, pour le Anti-Money Laundering. Ça, c'est comme première étape. À long terme, un peu plus long terme, ça peut être utilisé. Il y a des réunions Zoom où il y a des gens qui étaient scam, donc ils leur ont dérobé peut-être 20 millions de francs. Avec un deepfake, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Donc on peut imaginer très bien qu'avec les digital identity, je vais pouvoir identifier vraiment les gens qui sont, ou bien les avatars qui sont de l'autre côté là-bas. Donc ça, c'est la deuxième étape. À troisième étape, on peut parler des informations. Par exemple, si j'ai une certaine information, telle personne a dit telle chose, cette information peut être signée effectivement que ça vient de telle personne. Donc il y a beaucoup d'avantages. Certains sont urgents et d'autres qui sont à long terme. Mais l'accélération nécessite une appropriation de la question de la cyber. Aujourd'hui, quand on a un musée dont le mot de passe est Louvre, on se pose une question. Quand on a France Travail qui a des salariés qui n'ont pas d'authentification multifacteur, et quand on a des entreprises qui décident qu'en fait, on peut être administrateur complet du système parce qu'il suffit de mettre admin, il y a un moment où il y a une culture qu'il va falloir qu'on ait. Et la culture de eIDAS 2, c'est à certains moments très au-dessus de la culture notamment d'un certain nombre d'administrations. Et les administrations les plus sensibles ne sont pas celles qui sont le plus en contact, c'est pas méchant de le dire comme ça, mais au quotidien vis-à-vis de nos concitoyens. Donc le ministère de l'Intérieur est très sensibilisé, le ministère de la Défense est très sensibilisé, mais on est quand même plus en contact avec son médecin et avec la Sécu, avec France Travail, qu'avec les forces de l'ordre tous les jours. Et donc il va falloir que ça passe par ces administrations-là, par ces groupements d'intérêt public-là, pour qu'on puisse commencer à avancer. Et c'est la vraie difficulté de cette espèce de changement. C'est un véritable changement, l'identité numérique et le wallet. Ça va nécessiter plusieurs années pour que ça soit adopté par ceux qui fournissent du service public et pour nos concitoyens qui auront besoin du service public. Donc accélérer autant qu'on fait, oui, mais il faudra qu'on le fasse bien, parce que si on accélère pour avoir des mauvaises pratiques, ce n'est pas forcément l'idéal non plus. Merci beaucoup. Merci à vous.